Joseph Ténété, secrétaire général de Castalliance. Alors Castalliance, on ne regroupe pas que des entreprises de la plasturgie, on regroupe également toute entreprise qui utilise du plastique et notamment également les agriculteurs. Nous avons d'ailleurs l'honneur d'avoir le grand producteur de haricots français. Il y a le 22 mars dernier, le Premier ministre a sorti une circulaire pour indiquer que l'administration française ne respectait pas le droit de l'Union européenne, que de plus en plus la France se retrouve attraite devant les juridictions européennes pour ne pas appliquer le droit européen. Hier, je me retrouvais au Conseil d'État avec justement notre adhérente concernant un décret français, qui est un décret qui souhaite interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Et le ministère de l'écologie a dit tout simplement, on savait qu'on ne pouvait pas prendre ce décret, on n'avait pas le droit, mais on l'a fait quand même, malgré que Bruxelles, en décembre dernier, a demandé de ne pas le prendre. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite savoir, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun problème avec l'Europe. Ce que je souhaitais savoir, c'est est-ce que vous communiquez avec, alors, en ce qui concerne de manière déjà nationale, mais au niveau de vos formations politiques nationales, pour leur expliquer aujourd'hui qu'il y a un ordre européen, à respecter, qu'aujourd'hui, sur beaucoup de domaines, contrairement à ce qu'on nous dit, l'Europe n'est pas oppressante, et qu'aujourd'hui, énormément, on va dire, d'ordre, de transposition et d'application sur le fait des politiques françaises ou parfois des élus nationaux. Est-ce que vous avez ce genre de communication avec vos élus du terrain en France? Alors, trois réponses. Jean-Bernard Bardella qui a levé la main en premier. Je plus sois, et d'ailleurs, ce que vous parlez... Ouais, rajouter un moment. Loïc Lefebvre-Prigent. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont en difficulté, qu'elles soient agricoles, industrielles ou énergétiques. En plein des autres. La question fondamentale, c'est que le pacte vert qui a été élaboré au cours des dernières années est un pacte vert de décroissance. Nous avons le sentiment, tous, autour de l'industrie et l'agriculture, que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est au contraire la croissance qu'il faut jouer. Alors, disons que ce qui est dit de la politique par, comme vient de dire Joseph, est exact, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des considérations françaises qui conduisent à dire bah, tiens, je vais faire ça, ça va être bien. Bon, là, le dernier coup, c'est sur la boîte d'éval. Ah, tiens, mais c'est pas mal, on va faire un petit peu. Donc, le problème que je pose est le suivant. Alors, il y en a qui ont déjà répondu, mais je voudrais qu'on réponde clairement. Un pacte de vert qui a été imaginé dans une période où on imaginait également qu'il y avait des décroissances. Dans le moment actuel, alors qu'on veut croître, qu'on veut produire plus et travailler plus, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question fondamental le pacte vert? En ce qui nous concerne, nous, entreprises de production agricole, énergétique et industrielle, disons que si nous ne remettons pas en cause fondamentalement le pacte vert tel qu'il existe, nous sommes morts. Jordan Bardella a levé la main en premier. Voilà. Bien, sur la question agricole, on a eu le même sujet que les néonicotinoïdes. C'est-à-dire que la France fait du zèle. Même quand il y a des dérogations européennes qui sont permises en matière de justice sur les néonicotinoïdes, la France l'applique quand même. Donc vous avez raison, l'Union européenne est parfois oppressante, mais la France l'est encore plus quand elle surtranspose à outrance les directives européennes, premièrement. Deuxièmement, je suis favorable à l'abrogation du pacte vert ainsi que de la stratégie de la ferme à la fourchette. Parce que je pense que la baisse de nos productions, comme la baisse du nombre de cheptels, va se traduire par une augmentation de nos importations, par un affaiblissement de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire de la France, et donc mécaniquement par une dégradation de la qualité de ce que les Français ont dans leurs assiettes. Et je dis juste qu'en réalité, le 9 juin, c'est un choix plus qu'au-delà de partis politiques entre l'esprit de puissance et la croissance que nous portons, avec d'autres, mais que nous portons, et la décroissance. Samia Jabert. Oui, la France est trop bonne élève, et pour ne pas dire plus. Je vous donnerai deux exemples. Le marché de l'électricité. Le Portugal et l'Espagne en sont sortis. Oui. Et nous avons mis du temps à l'allumage pour dire qu'il y avait un gros problème. Pourquoi le pays qui a l'électricité la moins chère, parce qu'elle a fait le choix passer de faire du nucléaire, voilà, l'élément central de l'énergie qu'elle produisait, souvent d'ailleurs à contre-courant de tous les autres pays européens, nous avons du coup payé une électricité qui coûte beaucoup plus cher parce que nous avons simplement accepté l'indexation du prix de l'électricité au gaz dans une période où le gaz s'envolait. Deuxième exemple, c'est l'Ukraine. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons fait le choix de l'aider. Aujourd'hui, on a multiplié par 100 l'importation des volailles, on a multiplié
multiplié par 2000 l'importation du sucre ukrainien. Les pays d'Europe de l'Est, eux, ont vite vu qu'il y avait un problème. Ils ont dit attention, on ne peut pas. Ça va complètement déstabiliser notre économie et notre agriculture. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Bon, ben, vous allez être exonérés. Il faut avoir l'honnêteté de prendre en compte que notre modèle actuel agricole, il nous amène vers le mur. Il n'a répondu à aucun des objectifs, que ce soit des revenus décents pour les agriculteurs, que ce soit une alimentation de qualité pour les citoyennes et les citoyens, que ce soit une protection de l'environnement ou que ce soit un revenu décent pour les agriculteurs ou l'accès à une alimentation pour tous les Français. Je rappelle quand même qu'un tiers des Français ne mangent pas à leur faim. Donc, oui, il faut continuer sur le pacte vert qui a été suspendu. Je voudrais aussi réagir à la question de la surtransposition qui est beaucoup évoquée, mais qui n'a aucune pertinence juridique. Surtransposition, ça ne veut rien dire. Vous avez une directive les mesures qui sont adoptées sont toujours dans le cadre de la directive et de ce que permet l'Union. Donc la surtransposition, ce n'est pas vrai. Et d'abord, ce qui est souvent oublié, c'est que souvent, et notamment en matière agricole, c'est aussi au bénéfice de la France. Un exemple, par exemple, en matière de production de porc, la directive porc sur la question de la codectomie, de la coupe des queues, qui empêche le cannibalisme, donc le fait que les animaux se mangent entre eux dans ces élevages intensifs, 95% de la production de porc en France. Donc en France, on continue à faire la codectomie de façon systématique, alors qu'on a cette directive qui, normalement, l'interdit de façon routinière. La Finlande, elle, a pris une mesure que certains diront de la surtransposition et ont interdit purement et simplement la codectomie. Et du coup, ils se retrouvent, la Finlande, eux, discriminés, en tout cas de leur point de vue, par rapport à la France. Donc, Aurore Laluc. C'est pas tout à fait exact. Aurore Laluc, François-Xavier Bellamy. Je vais devoir partir, malheureusement, parce que je suis arrivée à l'heure et je dois partir à l'heure. Le mot de décroissance n'existe pas au niveau européen. Il n'est dans aucun texte. Donc déjà, arrêtons de raconter ce genre de choses. Ensuite, moi, je vais vous dire quelque chose. On ne fera pas de business sur une planète morte. Déjà... l'assurance. On est capable d'assurer un monde et donc une économie sur une planète qui fait plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et sans assurance, par ailleurs, il n'y a pas d'économie qui fonctionne. Hein. Donc la question environnementale, il va falloir à un moment l'intégrer, c'est essentiel. Et puis par ailleurs, on ne va pas pouvoir se plaindre qu'on laisse les green tech à la Chine et aux États-Unis si nous, on n'est pas en train de faire notre révolution industrielle verte. Ensuite, je finis. J'ai été en usine, donc là où j'ai oublié mes lunettes, récemment. Et vous savez ce que m'ont dit les entrepreneurs? Vous ne revenez pas sur le Green Deal, hein, parce que nous, on est en train de se convertir et on est en train de se remettre au photovoltaïque. Donc, s'il vous plaît, vous ne revenez pas. Ce sont des propos d'entrepreneurs. Je finis juste sur quelque chose sur le marché de l'électricité européen. Non, le Portugal et l'Espagne ne sont jamais sortis. Il y a un seul pays qui est sorti, ça s'appelle la Grande-Bretagne avec le Brexit. Ce marché européen, il n'était pas du tout bien fait, mais on a décorrélé, là aussi c'est faux, des prix du gaz, la question de l'électricité. Et ensuite, soyons clairs, hein, si on est pro-russe et si on ne soutient pas l'Ukraine, bah alors on soutient le gaz et on soutient ce qui a mis nos entreprises et ce qui a mis l'Europe dans une société excessivement difficile. Être pour les renouvelables et avoir un mix énergétique avec le nucléaire aujourd'hui, c'est ce qui nous protège de Poutine et de Trump. François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal. On a encore deux questions à la salle à passer. Si les dérèglements climatiques doivent conduire, à cause des émissions de carbone, à ce qu'on soit demain sur une planète morte, c'est clairement pas l'Europe qui en sera responsable. Et aujourd'hui, en tous les cas, pas la production européenne et les entreprises européennes. Aujourd'hui, le vrai sujet des émissions de carbone, et c'est ça la grande myopie de la politique européenne, il est à l'extérieur de nos frontières. Il y a 10 pays dans le monde qui font à eux seuls 2/3 des émissions de carbone. Un seul pays est européen, c'est l'Allemagne qui arrive en queue de peloton. La Chine a annoncé en 2022 qu'elle allait ouvrir 2 nouvelles centrales à charbon par semaine. Et ceux qui nous font croire qu'en faisant 0 émission en Europe, on va sauver la planète, trompent ou se trompent gravement sur la réalité du problème. La vérité, c'est qu'à la fin, on peut faire le net zéro, comme le veut la Commission européenne. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à la reconduction d'Ursula von der Leyen. On peut faire le net zéro en Europe, mais c'est très facile de faire 0 avec 0 production, 0 croissance, 0 emploi, 0 énergie, 0 vie. Et à la fin, en réalité, tout ce qu'on s'interdit de produire, on s'apprête à l'importer. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est de rééquilibrer concrètement les conditions de concurrence. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur le pacte vert. Dans le pacte vert, il y a beaucoup de textes qu'on a combattus avec détermination. Nous, on propose une règle simple, c'est le principe de non-régression économique. Tout ce qui conduit à la décroissance de l'Europe, parce que c'est une réalité, on doit s'interdire de le voter. Mais dans le pacte vert, il y a aussi, par exemple, le MACF, que je crois il faut compléter, parce que
il protège le marché européen pour la première fois et qu'il rétablit ses conditions de concurrence. Sur les surtranspositions, je ne sais pas si vous avez le sentiment que ça n'existe pas. Moi, j'ai sillonné le pays pendant 5 ans. J'ai un catalogue d'exemples absolument fabuleux de textes par lesquels la France se fragilise elle-même dans le débat européen, et je crois que ça vaudrait le coup qu'on puisse en parler ensemble, parce que je peux vous faire partager ces quelques expériences. Vous pourrez parler avec François-Xavier après. Marion Maréchal. Et après, ce sera Sylvain Maillard. 5 faux départs. Alors, je vais rapidement sur le pacte vert, je vais vous dire pourquoi je m'oppose à sa philosophie générale. Je considère, que ce pacte est irréaliste. Je le rappelle, moins 55% de gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire qu'il faudrait passer, j'ai les chiffres là, de moins 1,5% à moins 5% par an, ce qui est évidemment insoutenable pour l'économie, sauf en effet à organiser la décroissance, ce que révèlent tous les rapports. 2, ce pacte vert est injuste puisque les valeurs de référence se font à partir des années 90 par chaque pays. Or, en France, dans les années 90, nous étions 2 fois plus vertueux que l'Allemagne. Nous émettions déjà 2 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à l'Allemagne grâce notamment au nucléaire. Et pourtant, nous avons les mêmes objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment terriblement douloureux, en particulier pour nous. 3, il est insoutenable financièrement, puisqu'un rapport Pisani-Ferry qui a été commandé par le gouvernement à travers France Stratégie révèle que cela coûterait 66 milliards d'euros par an, soit 2,2 points de PIB, et donc une augmentation potentielle de la dette de 25%. Et enfin, quatrièmement, il est inutile, puisque, ça a été rappelé à l'instant, il y a aujourd'hui dans le monde une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres continents. La France, petit rappel, 1% de ses émissions, l'Europe 9%. Et enfin, pour conclure, posons-nous les vraies questions. C'est un chiffre du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la moitié de l'émission des gaz à effet de serre en Europe et en France, ce sont les importations. Voilà, donc la seule question qui vaille, c'est comment on produit en Europe, et donc ce ne sera pas avec la décroissance. Sylvain Maillard et enfin Gilles Mattei. Oui, il faut produire en Europe, et là on a un point commun, évidemment, et c'est ce que nous essayons de faire, et sur quoi nous avons accéléré, sur la réindustrialisation, sur les nouvelles technologies. Je parle entre autres des batteries, vous le savez. Mais d'une façon plus générale, évidemment, la croissance est indispensable. Nous prenons la croissance depuis 7 ans, la croissance, et une croissance verte, vertueuse, une croissance qui nous permet de monter en gamme aussi. Vous êtes tous et toutes des chefs d'entreprise. En permanence, vous êtes confrontés à un changement d'organisation, un changement autour de vous. C'est la compétition. Vous avez l'habitude de ça. La seule chose qu'il faut, c'est qu'on trace un cap très clair. Le cap, il est et de la croissance et qu'elle soit verte, vertueuse, parce que, je vais vous le dire aussi, parce que j'ai entendu tout à l'heure des chiffres totalement faux. 1/3 des Français ne mangent pas à leur faim. Enfin, je ne sais pas d'où sortait ce chiffre. Je veux dire une chose très simple. Moi, je remercie les agriculteurs parce qu'ils sont en train d'évoluer fortement. Beaucoup, évidemment, ont des vraies difficultés. On les accompagne et on va continuer. Mais aussi, beaucoup sont en train de se transformer pour une amélioration de notre agriculture. Et les changements, les transformations, vous les portez, vous, au quotidien. Il faut qu'on vous accompagne. Mais regardez ce qu'on a fait l'année dernière. Conclusion. La stratégie de réduction, vous savez, on va vers le zéro carbone. La stratégie, nous sommes dans la trajectoire. Il y aura encore beaucoup d'efforts à faire, mais nous sommes dans la trajectoire. Nous sommes en train de réussir. Nous sommes vertueux. Il faut arrêter de s'auto-flageller. J'ai entendu plein de choses. On a l'impression que la France est un pays horrible, terrible, qui n'a aucune ambition. Oui, nous avons de l'ambition. Oui, nous allons réussir tous ensemble. Et oui, nous comptons sur vous. Et on sait que, et si on se tient tous la main, on va y arriver. Gilles Mattei, merci d'avoir joué le jeu. Alors, Aurore Laluc n'est plus là, mais ça marche ? Oui, parlez bien dans le micro et vite. Oui, mais la décroissance, effectivement, on en parle, elle est nulle part dans les textes, mais elle est partout dans les têtes au niveau européen. Lorsqu'on se réjouit de la réduction des gaz à effet de serre et que dans le même moment, on ne s'alarme pas du fait que la croissance européenne soit à la traîne du monde, alors que les deux phénomènes sont évidemment liés, qu'on émet moins de gaz à effet de serre, aussi et principalement parce qu'on croît beaucoup moins vite qu'ailleurs, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la politique environnementale a pris le pouvoir à Bruxelles ? C'est parce que c'est une politique européenne, contrairement à d'autres politiques qui sont restées nationales. La politique énergétique, elle est nationale, et donc du coup, elle est devenue inféodée à la politique environnementale. Il faudrait que ce soit l'inverse. L'environnement, ce n'est qu'un des pieds de la politique européenne. Il y a aussi la stabilité des prix, enfin la compétitivité des prix, et il y a la sécurité des approvisionnements. C'est ça une politique énergétique. Et donc, on est devenu esclave d'une idéologie, et d'ailleurs, Aurore Laluc, Raphaël Glucksmann prône un protectionnisme écologique qui est une vision de la décroissance. Et maintenant, sur les normes, sur la surtransposition, là aussi, il faut une capacité. On a rajouté
le centralisme parisien au centralisme bruxellois ou l'inverse, au bruxellois au parisien. Il faut être capable de pouvoir appliquer, déroger localement à des normes. Là, vous prenez l'exemple des emballages plastiques pour les fruits et légumes. On peut prendre l'exemple de l'huile de lavande qui est qualifiée de produit toxique. On aurait pu parler des emballages de camembert, vous savez, en bois. Il faut qu'on ait la capacité. Le processus européen est tellement lourd et long qu'une fois que la directive est adoptée, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus revenir dessus. Il faudrait être capable, au contraire, d'abord d'expérimenter et ensuite d'adapter et de déroger.